Le vestiaire, c'est bien plus qu'un lieu. C'est un espace où tout commence. Là où, avant même de fouler le terrain, les grandes décisions se prennent. Les stratégies ne naissent pas sous les projecteurs. Elles s'affinent au calme, dans la réflexion collective. Bienvenue dans Le Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier, qui vous ouvre les portes des coulisses de l'immobilier. Ici, pas de discours formatés, mais des confidences, des stratégies et des expériences vécues, racontées par ceux qui font bouger les lignes du secteur. Animé par Julien Pibouré, directeur associé de l'agence de communication /Boom, chaque épisode est une immersion dans l'envers du décor. Prenez place, l'immobilier se pense avant de se construire. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du Vestiaire, le média du vestiaire de l'immobilier. Aujourd'hui, on va parler notamment de l'habitat social. On reçoit Didier Poussou, directeur général de l'ESH. Bonjour Didier. Bonjour Julien, ravi d'être avec vous. Alors, on va aborder ce sujet, je pense, en profondeur. J'aimerais d'abord savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le secteur de l'immobilier. Mais je pense que c'est valable pour beaucoup de personnes. Hein. Ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai pas du tout fait le choix d'aller dans l'immobilier. Au départ, je me destinais à être dans l'industrie. Voilà. Donc, je cherchais un job dans l'industrie. J'ai fini dans l'immobilier social. Hein. Donc, c'est le pur hasard. J'étais en recherche de stage. J'étais en master au CELSA pour être DRH. Donc, je me voyais DRH dans une usine, plutôt en montagne, pour faire du ski, parce que j'adore le ski. Vous voyez, c'était un peu ça le schéma. Et puis, on était en 96 ou un truc comme ça, en pleine crise. C'était très difficile pour les jeunes de trouver du boulot. Je tombe sur une annonce d'un stage qui correspondait à mes prérequis. Je cherchais un stage de 6 mois avec un DRH, un vrai DRH quoi, de métier. Il se trouve que le DRH avait d'excellents référencements, il venait de Thomson. Et l'annonce, c'était pour être en support de création d'une mission ressources humaines à la Confédération HLM du logement social. Voilà. Donc, c'était sur le site de la Mutuelle nationale des étudiants de France, la MNEF, pour ceux qui s'en souviennent. Je candidate, je rencontre le DRH et là, je dirais que c'est le coup de foudre. Je suis hyper séduit par la personne et peu importe l'activité, finalement, je me dis ça va être génial de travailler avec lui et c'est comme ça que je me retrouve à faire du logement social plutôt que de l'industrie. Et comment on en arrive à diriger le SH ? C'est des rencontres. Hein. Je crois que c'est ça la vie, c'est des rencontres. Le monde la carrière professionnelle, c'est des rencontres. C'est la chance de faire ces rencontres. Et de rencontre en rencontre, à un moment, je me projetais, je cherchais du travail après la Confédération. Vous voyez, pour rien vous cacher, j'avais prévu, j'étais très jeune, j'avais prévu d'aller travailler à Marseille. Parce que, vous voyez, j'étais un peu comme dans mon approche sur la montagne. C'était ça qui me guidait, quoi. Mais je pense que beaucoup de jeunes sont comme j'étais à ce moment-là. Mais j'avais trouvé un job à Marseille. Et puis il se trouve que quelqu'un à la Fédération des ESH m'a dit « Non, t'as 27 ans, c'est trop tôt pour aller à Marseille. Tu vas venir travailler à la Fédération des SA d'HLM. » Voilà. Et ça s'est fait comme ça. Et ça s'est fait comme ça. Puis un beau jour, j'avais fait 10 ans à la Fédération des SA d'HLM. J'ai été DRH pendant 10 ans, en charge des relations sociales. Je me dis, quand même, Didier, ton ambition, c'était d'être DRH opérationnel dans une usine. Là, tu te retrouves DRH dans une confédération, dans une fédération. Il faudrait quand même faire de l'opérationnel. Il est grand temps d'aller vivre l'opérationnel. Voilà. Et puis à ce moment-là, je trouve un job en Bretagne. Alors c'est finalement, on propose un poste de DG de SH en Bretagne à ce moment-là. Bon,
Alors, il se trouve que mon épouse, que j'adore, est bretonne. Et je me dis, pourquoi pas. En plus, c'était à Rennes, elle est de Rennes, toute la famille est à Rennes. Et donc, je m'apprête à partir. Et c'était une rencontre aussi. Hein, les dirigeants de cette structure, je leur avais dit que c'était des gens que je côtoyais. Je leur avais dit il était temps pour moi de bouger, que je cherchais plutôt un poste de DRH. Eux, ils m'avaient proposé un poste de DG en Bretagne. Bon, je me dis, why not? Ça sera une bonne aventure. Et peu de temps après, je me retrouve dans un train avec le patron du groupe Polylogie. Alors je lui dis, c'était un des dirigeants de la fédération. Et Daniel Biard, quelqu'un que j'estime énormément. Et je lui dis, tu sais Daniel, on était dans le train ensemble, je vais partir en Bretagne. Il se trouve que j'ai trouvé un poste. Je cherchais plutôt un truc de DRH, puisque c'est ça mon métier. J'ai été formé pour faire ça. Et puis je vais aller en Bretagne. Et puis là, il me dit, bouge pas. Il appelle les dirigeants. Il me dit, on est en train de chercher un DRH au niveau du groupe Polylogie. Il appelle les dirigeants du groupe pendant le voyage en train. Il leur demande si Didier Poussou, comme DRH du groupe, ça correspond à ce qu'ils avaient comme objectif. Et voilà Tipa qu'en l'espace d'un trajet de train, je me retrouve DRH du groupe Polylogie, alors que j'étais parti pour être DG d'une boîte en Bretagne. Voilà. Et puis c'est comme ça que j'ai été amené à rencontrer beaucoup de personnes que j'estime énormément, comme Adrien Vives, voilà, et puis d'autres encore, Franck Baguet, Eddie Bordereau, enfin je pourrais en citer comme ça plus d'un millier, puisque c'est une grande famille et j'ai eu l'honneur de la partager pendant 5-6 ans. Voilà. Et puis, au bout de quelques années, il se trouve que la présidente de la fédération, Valérie Fournier, m'a proposé de devenir directeur général de la fédération des SA d'HLM, les ESH, Entreprises sociales pour l'habitat. Et ça ne se refuse pas, venant de Valérie Fournier, et avec qui j'avais déjà eu la chance de travailler, que j'estime énormément. Et me voilà, encore dans une logique de rencontre, amené à une nouvelle aventure, et je me retrouve DG de la fédération des ESH. Voilà comment ça s'est passé pour moi. J'imagine que dans votre carrière, dans la carrière des personnes autour de vous, ça se passe souvent comme ça. Il y a des rencontres, bien évidemment, de la curiosité sur des sujets. J'aimerais juste qu'on revienne un petit peu sur les différentes spécificités de l'ESH. Nous, bien évidemment, on connaît très bien cet acteur très important. Est-ce que vous pourriez réexpliquer un petit peu, je dirais, les branches qui composent cette fédération? Oui, alors, comme vous le disiez, c'est une fédération nationale, hein, la Fédération des entreprises sociales pour l'habitat. Ce sont les 170 sociétés anonymes d'HLM, à date, qui sont fédérées dans cette fédération, qui est une association loi 1901. Elles le sont volontairement, pour partager des bonnes pratiques, mettre en commun toute leur expertise, tout leur savoir-faire, et notamment en matière de construction de logements sociaux, puisque c'est le premier constructeur, les ESH, c'est le premier constructeur de logements sociaux, c'est ça ce qu'il faut retenir avant tout. C'est aussi le premier parc HLM, puisqu'elle gère un peu plus de la moitié du parc HLM, 2 700 000 logements sociaux. Ça, c'est le dernier pointage qu'on a fait à l'Assemblée générale. Elles emploient 37 000 collaborateurs, et plus de 60% de ces collaborateurs sont des équipes qui sont dans la proximité, gardiens d'immeubles, chefs d'agence, gestionnaires d'agence, responsables de secteur, etc. Conseillères sociales. Ce sont ces métiers-là qui sont le poumon, les forces vives de ces sociétés, et la réussite de l'accompagnement de nos habitants, de nos locataires. Un peu plus de 5 millions de locataires. Donc la fédération, c'est en gros toutes les activités qu'on trouve dans une fédération nationale, j'ai envie de dire. La particularité, c'est qu'on est en charge de l'audit financier de tous les membres. C'est un choix volontaire pour être dans l'excellence de la part de nos sociétés. Il y a déjà plus de 20 ans.
Et donc l'équipe de la fédération, qui est pour partie composée d'experts financiers, fait l'audit de l'ensemble des sociétés. C'est dans les règles de la fédération, ce sont les règles d'adhésion. On n'est pas les seuls à avoir ce type de fonctionnement, mais c'est plutôt dans le domaine financier qu'on trouve ça. Dans un domaine comme le nôtre, la construction et la gestion de logements sociaux, c'est quand même assez original et c'est ce qui explique que les 170 ESH sont plutôt des entreprises qui sont au top, avec des dirigeants très dynamiques. L'année passée, elles ont produit 68 000 logements. Vous vous rendez compte ? Pendant le Covid, je dis souvent, peu importe ce qu'on va faire au niveau national, finalement, ces entreprises sont tellement dynamiques. Donc, elles construisent habituellement 50 000 logements tous les ans. Ça fait, depuis le lancement du plan Borloo de cohésion sociale, il y a déjà plus de 10 ans. Et donc, elles sont au rendez-vous tous les ans, en gros, au-delà de 50 000. Et même pendant le Covid, les dirigeants, ils continuent à bosser, mais comme les entreprises de BTP. Quand vous baladiez le matin tôt, qui c'est que vous rencontriez à la boulangerie, c'était plutôt des ouvriers du secteur du bâtiment qui ont continué à bosser, nos dirigeants aussi. Les logements ont continué à être gérés, on a continué à s'occuper des locataires, notamment des plus âgés. Et les ESH ont été au rendez-vous de cette crise très difficile, ça a été salué par les pouvoirs publics, par le ministre de l'époque, Julien de Normandie, avec lequel on faisait des points très réguliers, quasiment toutes les semaines. Ouais, ça fait pas mal de choses. Et c'est vrai que je crois qu'il y a quand même pas mal de Français qui sont éligibles au logement social. J'avais vu passer moi une stat par rapport à ça. Il y a même, il me semble aussi beaucoup de Français qui n'ont pas forcément conscience, qui peuvent prétendre au logement social. Oui, alors tout à fait, parce que le logement social, les règles sur le logement social ont vocation à régir toutes les situations, et ces règles, elles fixent des plafonds, des plafonds de revenus, d'éligibilité. Alors, la France est très vertueuse dans son organisation du logement social. Vous aviez des pays qui n'avaient pas de plafond de ressources applicable. Par exemple, D'accord. C'était le cas en Hollande. Ils n'avaient pas le logement social. Par nos homologues, il s'adressait à toute la population. C'était ça le modèle nordique. En Suède, c'était à peu près la même chose, avec bien sûr des spécificités. Donc en France, on avait mis en place des plafonds de ressources. Mais comme le nom l'indique, les plafonds... c'est les montants qui ont vocation à ne pas être dépassés. Mais comme c'est des plafonds, ils ont quand même vocation à couvrir un spectre assez large des situations. Alors néanmoins, quand vous regardez les attributions qui sont faites au moment où on se parle, vous avez plus de 60% des attributions qui sont à des ménages qui sont sous le seuil de pauvreté, tel qu'il est défini en France. Et en gros, qui ont des revenus entre zéro, pas de revenus, et puis le SMIC net. Donc, c'est des populations qui sont très modestes. Le logement social leur permet d'accéder au logement dans de bonnes conditions. Ce sont des logements de qualité. Et comme leur nom l'indique depuis toujours, puisqu'à l'origine on parlait d'habitation à bon marché, aujourd'hui on va parler de logements abordables. Dans les années 50, on parlait d'habitation à loyer modéré, les fameuses HLM, dans les années 50. Et donc, elles ont vocation à permettre l'accès au logement des couches modestes, et notamment des salariés. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier, à l'origine, le logement ouvrier ou l'habitation à bon marché avait vocation à loger les ouvriers, donc les travailleurs. Ça a toujours été un axe essentiel, et plus de la moitié de ceux qui bénéficient du logement social sont des salariés, des travailleurs qui ont des difficultés à se loger et qui ont besoin de nos services pour accéder à un logement de qualité pour eux-mêmes et puis pour leur famille. Sur l'aspect notamment construction du logement social, aujourd'hui on constate que quand même l'immobilier, on est quand même dans une crise
qui est quand même difficile hein, sur le marché français. Comment se comporte le logement social, notamment par rapport à la construction, au nombre de constructions? C'est plutôt stable, il y a une évolution à la hausse. Est-ce que est-ce qu'on peut le comparer notamment comme le privé? Alors, c'est vrai que déjà, je crois qu'il faut dire que tout le monde s'accorde à dire qu'on vit une crise immobilière, une crise du logement qui est sans précédent. Il y a eu beaucoup d'alertes là-dessus. Hein. Beaucoup de personnes avaient alerté. Je pense au président Saleron, à la FFB. Ils avaient été très en amont, comme très souvent. Ils ont des capacités de prévision très importantes. Ils ont des équipes qui permettent de faire des analyses très poussées. Et aujourd'hui, on est au cœur d'une crise peut-être qu'on n'a pas connue depuis très très longtemps. Alors, comment ça se voit? Ça se voit dans les files d'attente. Hein. C'est si jamais à un moment dans votre vie, quel que soit votre âge, que vous soyez jeune ou moins jeune, vous êtes amené à rechercher un logement, hein, vous allez découvrir que vous allez être confronté à une file d'attente. Hein. Et plus la zone va être tendue, plus cette file d'attente va être longue. Ça rappelle à tous des souvenirs de peut-être quand on était étudiant, etc. Mais c'est encore beaucoup plus que ce qu'on a pu vivre, hein, les uns les autres. Et ce que vivent aujourd'hui ceux qui cherchent des logements, c'est vraiment une difficulté énorme. Et donc c'est un problème majeur pour la société dans son ensemble. C'est un problème social majeur. Le délai, c'est combien en moyenne? Ça dépend peut-être des territoires, je suppose. Alors voilà, le délai, il va se... Alors, pour que ce soit la location privée ou la location sociale, ça va dépendre des territoires. Mmh. Ça va dépendre aussi de la nature du dossier, hein, si vous êtes prioritaire, pas prioritaire. Hein, tout ça joue beaucoup. Néanmoins, la liste d'attente, elle est longue, hein, indépendamment des caractéristiques du ménage et de son caractère prioritaire ou pas. Et la difficulté à trouver, elle est forte. Hein. Et donc ça c'est un constat, il est objectif. Hein. À un moment, on aurait pu se dire, bon, c'est encore cette corporation de l'immobilier qui explique que tout va mal, et il crie avant d'avoir mal, etc. Mais non, c'est une réalité. Alors chez nous, ça se traduit par le fait que les gens ne bougent plus. On parle de taux de rotation, hein, dans le privé ou dans le social. On parle de taux de mobilité. Et ce taux de mobilité, il est très faible. Il est sur une tendance de diminution tous les ans. Et aujourd'hui, on se retrouve même avec des taux de mobilité en banlieue, par exemple, en banlieue de métropole, en banlieue parisienne, qui peuvent être plus faibles que Paris lui-même. Vous voyez, donc c'est quand même, on arrive à des taux de mobilité de 5%, de 4%, des choses qu'on n'aurait jamais imaginé vivre. Alors, c'est quoi la solution? La solution, déjà, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de logements. Donc ça, on a beau moi, j'ai eu la chance d'être rapporteur. C'était un peu le hasard aussi, hein, d'un rapport sur les besoins en logement. Lionel Cos, député, très impliqué sur le logement, devient président du Conseil national de l'habitat. On se retrouve, il fait une première réunion, on était 4, c'était au mois de juillet, si je me souviens bien. Donc on était 4 dans la salle. Il nous demande quels sont les uns après les autres de dire, comme ça, de manière très réactive, qu'est-ce qu'on verrait comme sujet important à travailler au sein du CNH. Voilà. Donc il y avait Henri Buzicazo qui était dans la salle, votre serviteur, moi-même, et je me dis, c'est quoi souvent, quand je discute avec la présidente de la fédération, elle revenait souvent vers moi en me disant l'un des sujets centraux, c'était l'analyse des besoins en logement dans chacun des territoires. Et donc, quand c'est mon tour de parler, je lui dis, il y a un sujet majeur pour nous, c'est l'analyse des besoins en logement. Et là, à ce moment-là, je ne comprends pas que le fait de dire ça,
ça veut dire que je vais devoir me coltiner d'être rapporteur d'un rapport sur les besoins en logement pour le Conseil national de l'habitat. Et puis je me retrouve embarqué avec un gros boulot pendant des mois qui était passionnant. On a fait plein d'auditions avec un groupe de travail au sein du Conseil national de l'habitat. Bon, je dois dire que le groupe, il n'a pas débouché sur un scoop. On a confirmé, déjà il y avait beaucoup d'études sur le sujet, et on a confirmé que le besoin en logement, comme le rappelaient beaucoup d'acteurs, je pense à la Fondation Abbé Pierre, il fallait au moins construire 450 000 logements neufs si on voulait commencer à se mettre dans une trajectoire de réponse aux besoins authentiques, et puis aux besoins par rapport aux difficultés de mal logement, et puis aux besoins futurs, en se projetant sur les évolutions démographiques. On nous dit souvent qu'en 2050, il n'y aura plus besoin de construire parce que la population sera devenue très âgée, mais en tout cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas. Et voilà. Et c'est là toute l'erreur de ce type de raisonnement. C'est bien de se regarder à 2050, mais en attendant, en 2030, et d'ici 2030, il faut construire des millions de logements. Et 450 000 par an, et peut-être même plus, puisqu'en fait, à chaque fois qu'on dit ça et qu'on n'atteint pas l'objectif, on prend du retard. Et donc, il y a peut-être 1 million ou 2 ou 3 de retard à produire. Vous voyez, donc la file d'attente, on n'est pas prêt de la résoudre. Oui, parce que là, la construction repart, mais il y a un tel déficit déjà de plusieurs années moi, c'est vrai que je suis peut-être un peu crédule aussi sur ces sujets, mais j'ai du mal à me rendre compte ce qui fait que ça soit un secteur qui soit pas plus avec une logique incitative pour la construction. On sait qu'il y a un problème, on l'a diagnostiqué. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'action majeure pour essayer d'enrayer tout ça? Alors, on peut pas dire c'est sûr que les actions ne sont pas suffisantes. Donc, il y en a. Voilà, les actions, il y en a. Et d'ailleurs, quand vous regardez au niveau européen, on est l'un des pays qui construit, ou le pays qui construit le plus. Donc ça, il faut quand même ne pas l'oublier. C'est un fait, ça. Voilà, ça c'est objectif. Mais il se trouve qu'on est le pays qui a la démographie peut-être la plus dynamique. Donc c'est logique qu'on ait ce type de comportement. Et néanmoins, en ayant une dynamique plus forte que certains de nos voisins, alors on pense souvent à l'Allemagne, mais pour le coup, là, c'était un voisin vieillissant qui perd de la population. Et donc ils ne sont pas confrontés aux problèmes auxquels on est confronté en France. D'accord. Et nous, on a beau faire plus qu'eux, on ne va pas répondre aux besoins. Et c'est ça le paradoxe. Et moins on sera proche des 450 000, 500 000 logements neufs tous les ans, plus la file d'attente sera toujours là. Et ce n'est pas les 3 millions de logements vacants dans le centre de la France, qu'on adore tous, qui vont être la solution, sauf à complètement réaménager le territoire et à déplacer des pans entiers d'activité et des pans entiers d'emplois pour les repositionner à côté de ces logements vacants. Mais c'est extrêmement difficile. L'État le fait, il le fait pour certaines universités, il crée des antennes, etc. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas des actions qui soient menées. L'État en mène beaucoup. Il a mis en place le programme Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain. Il y a des antennes d'universités qui se créent à La Roche-sur-Yon ou ailleurs. Donc c'est très bien. Mais on est encore loin des objectifs à atteindre et sur un plan quantitatif. Donc ça va prendre beaucoup de temps. Et la question, c'est peut-être pas d'attendre 2050. Il faut, comme vous le disiez, il faut absolument trouver des ressorts pour faire beaucoup plus. Surtout que c'est de l'activité domestique. On crée de l'emploi domestique. Quand vous mettez en chantier un logement, c'est plusieurs emplois que vous allez créer. C'est colossal. Voilà. Donc, et puis ces emplois sur le site France hexagonale ou d'outre-mer, puisque il faut le rappeler, les SAD HLM, les ESH sont présentes également en outre-mer.
Et donc, la problématique est la même. Elle est peut-être encore plus difficile, puisque c'est encore plus difficile de construire dans les territoires d'outre-mer. Il y a des problématiques de transport des matériaux. Les normes nationales ne sont pas adaptées, encore moins les normes européennes. Donc, voilà. Donc, bon, mais tout ça, la conclusion de tout ça, c'est qu'on est face à des chantiers énormes, passionnants. C'est ça qui est intéressant dans l'immobilier. Donc, même si on y arrive par hasard, oui, on est sûr d'être gagné par la passion de la construction, de la rénovation, de l'aménagement, de l'urbanisme, et puis de tous ceux qui animent ce secteur. Ce sont des gens plutôt passionnants, il y a un bon climat, enfin, c'est très convivial. Et à l'image, par exemple, des congrès du logement social qui se réunissent tous les ans, c'est des dizaines de milliers de participants dans une ambiance qui est extraordinaire. Ouais, cette année, c'est en septembre. Tous les ans, c'est en septembre. Mais par contre, cette année, ce qu'il faut dire, c'est à Paris. Ouais. Ah, c'est à Paris, voilà, d'accord. Parce que habituellement, c'est en région. Et exceptionnellement, à Paris. Alors, pourquoi ? Parce que l'essentiel des collaborateurs, des équipes dans le logement social, ils sont plutôt en région. Et donc, la majorité est plutôt en région, même si l'Île-de-France a un poids très important. Si maintenant on essaie d'observer un peu les évolutions, notamment du secteur immobilier. Alors vous êtes connecté à tout ça, vous êtes un peu dans l'épicentre, vous voyez ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut percevoir, selon vous, comme évolution concernant le marché de l'immobilier, si on essaie de se projeter, allez, soyons fous, en 2050 ? Alors, oui, déjà, c'est vrai qu'il faut être fou pour se projeter, je le disais, pour se projeter en 2050, parce que si on écoute les démographes, bon, je ne suis pas sûr qu'ils aient souvent fait des estimations. Je crois qu'Alfred Sauvy, qui était le plus grand démographe français, a expliqué très régulièrement qu'il s'était toujours planté sur les projections. Bon. Alors, sauf peut-être à 5 ou 10 ans. Et même des fois à 5 ou 10 ans, on se rend compte que, par exemple, en Île-de-France, on sous-estime la population de pas loin d'1 million. Ah oui, carrément. Alors, je ne sais pas par quel miracle. C'est énorme. Voilà. 1 million. C'est fascinant, quoi. Quand vous regardez les stats à 10 ans telles qu'elles avaient été estimées et puis le réaliser, des fois, il y a des millions qui se baladent, quoi. Bon. Si on prend cet exemple-là, mais vous imaginez ailleurs. Donc à 2050, c'est très difficile de... Est-ce qu'il y a des tendances, des choses que vous percevez, vous ? Oui, alors bon, mais on perçoit tous beaucoup de choses sur l'immobilier. Bon, alors on est face à des révolutions technologiques aussi que l'on vit sans même s'en rendre compte. Et l'IA est dans toutes les têtes. Mais globalement, l'utilisation des data, des technologies de l'IA, donc on peut penser aux drones. Là, on parle beaucoup des drones sur un plan militaire, mais moi j'ai souvenir quand j'étais à Logirep, on a commencé à regarder les drones, c'était plutôt pour aller analyser les façades. L'état des bâtiments, voilà, bien sûr. Et donc, on est tout le temps confronté à des sauts technologiques très importants qui doivent nous rendre plutôt optimistes, puisque c'est aussi des technologies dans la santé. On va être guéri encore plus. On l'a vu avec le Covid. On a fait des progrès énormes pendant un laps de temps très court. Donc, on va connaître beaucoup d'évolutions technologiques, y compris dans le domaine de la santé. On va vivre différemment. Donc, c'est sûr que 2050 ne ressemblera pas à 2025. Alors, y compris sur le logement, sur l'immobilier. Une des tendances que l'on voit, c'est que le logement, il va être beaucoup plus bio, beaucoup plus environnemental. Ça fait longtemps qu'on en parle. On parlait de la valeur verte. Je me souviens que les ancêtres parlaient. Je trouvais ça toujours. Moi, quand je suis arrivé dans l'immobilier, j'ai découvert qu'on parlait de la valeur verte. Je me suis dit, mais c'est quoi ? Ça me faisait penser à Black et Mortimer, des trucs comme ça, Tintin. Et donc la valeur verte, oui, ils avaient raison, les ancêtres. Souvent les ancêtres, ils ont raison. C'est passage de relais, et ils avaient bien identifié qu'il allait avoir une valeur verte. Elle s'exprime
sur beaucoup de plans. Il y a toute la trajectoire bas carbone, bien sûr, tout le monde a ça en tête. Mais c'est le verdissement. Hein, et nous, on avait fait un travail en 2006 à la Fédération qui montrait le milieu urbain dans une espèce de jungle verte. Hein, vous voyez, et on avait fait un travail de prospective avec des dessinateurs. Ils avaient raison. Hein, la ville, pour lutter contre la chaleur en ville, on est en train de verdir, de réinstaller des arbres, de la nature en ville. Alors même qu'à une époque, on arrachait des arbres. Hein. Oui. À Paris, une ville bien connue au niveau mondial, une des plus réputées, on avait, au 19e, on avait mis en place une pépinière, peut-être l'une des plus réputées au monde. Hein, et on avait toute une politique depuis le 19e de plantation. Il n'y a qu'à penser au CR du Luxembourg, etc. Donc on était... puis à un moment, on a un peu oublié tout ça. Puis on s'est mis à faire des routes dans tous les sens. Bon, alors il fallait répondre aux enjeux de mobilité. Il y a toujours des enjeux de mobilité. Mobilité immobilier, c'est toujours un couple extrêmement important. Il va falloir innover là d'ici 2050 parce que on peut pas se satisfaire de rester dans les bouchons, quoi. Et on peut pas se dire que la mobilité individuelle va s'arrêter. Alors moi, là, je suis venu en vélo. C'est vrai. Voilà. Je viens en vélo électrique. Voilà, en vélo électrique, parce que comme ça, je fais aucun effort. mais bon, le vélo, c'est génial en ville, mais encore faut-il avoir un aménagement. Hein. Bien sûr, bien sûr. Après, est-ce que les gens aussi sont prêts à... On parle beaucoup aujourd'hui aussi de densification, bien évidemment, de l'aspect urbain. Est-ce que les gens après sont prêts vraiment à venir en province? Nous, les membres fondateurs du Vestiaire Immobilier, on est l'exemple type du fait de s'être justement déraciné pour venir en région parisienne ou dans d'autres grandes métropoles françaises, parce que c'est quand même là aussi que beaucoup de choses se passent. Ça, sur le logement aussi, c'est quand même un sujet. Oui, alors bon, moi c'est mon cas aussi, hein, vous n'êtes pas allé à Paris. Bien sûr, je connais assez peu de Parisiens, hein, très honnêtement. Et c'est vrai que quand vous arrivez de région, nous, comme on vient de province, on peut dire la province, nous. Oui, hein. oui. Donc on vient de province, c'est sûr qu'on arrive avec un référentiel qui est quand même plus sur la voiture individuelle. Hein, parce qu'en province, il y a quand même un retard énorme dans beaucoup d'endroits. Enfin, c'est plus le cas maintenant dans beaucoup de métropoles. Hein. Il y a eu beaucoup d'investissements, des trams, des métros, etc. Mais on est encore loin du niveau de confort que l'on a en Île-de-France avec des stations de métro toutes les 10 minutes à pied ou 20 minutes à pied, enfin des distances très faibles. Et donc, il me semble que l'évolution, elle est là. L'aménagement des mobilités douces, c'est stratégique, elle est en cours. C'est pas parce que je fais du vélo que j'y crois, mais ça me paraît une nécessité. Ça répond aux besoins des personnes et on l'observe dans tous les territoires. Et même en province, on observe beaucoup de développement de pistes cyclables. Et d'ailleurs, il y a des régions qui l'avaient fait de très longue date. Hein. Il suffit de penser à la Gironde. Hein, moi, je viens de la Gironde ou des Landes. Vous avez beaucoup de pistes cyclables qui permettent de rejoindre, d'aller de la métropole à la plage. Vous voyez ? Oui. Alors, c'est sûr pour les touristes, oui. Les touristes ou les jeunes. Quand vous êtes jeune, vous pouvez faire du vélo, quoi. Même sous 30 degrés. Non, vous avez raison. Qu'est-ce qui vous plaît le plus au quotidien dans ce que vous faites ? C'est la diversité, la richesse du domaine dans lequel on agit tous, hein, qui est un domaine extrêmement varié. Et donc, au cours d'une journée, vous allez faire de la construction, de la rénovation, de la finance, du juridique, des ressources humaines, de l'informatique, etc. Bon, voilà, vous allez tout faire. Et derrière, vous allez avoir un imaginaire
qui est celui de la construction, de la ville, de l'urbanisme, qui est passionnant, et puis de la vie à l'intérieur de tout ça, et puis de voir que les réalisations sont magnifiques, quoi. Quand les villes sont bien aménagées, quand les quartiers sont bien aménagés, mais c'est juste génial, quoi. C'est extraordinaire à vivre, hein. Et donc beaucoup de gens ensuite éprouvent beaucoup de plaisir à profiter de tout ce travail, de tout ce qui a été fait par les professionnels, et c'est ça notre ambition collective. Alors justement, je rebondis sur ce que vous dites. Vous nous parliez de ville aménagée, ville bien aménagée. Qu'est-ce que ça serait les critères pour qu'une ville soit bien aménagée selon vous ? C'est par exemple une ville où les personnes en situation de handicap, par exemple en fauteuil, puissent se déplacer très facilement. Voilà. Et ça existe, hein. Vous avez des villes où vous n'avez pas de trottoir à gravir comme si vous étiez en train de grimper en montagne. Hein, donc voilà. Donc ça pour moi, c'est un exemple de réussite. Aujourd'hui, on est capable de le faire. Avant, on n'avait pas ce réflexe. On mettait des trottoirs avec des hauteurs assez importantes à franchir. Il n'y avait pas forcément de passage prévu. Il n'y a qu'à penser au métro. Bon. Mais à la limite, le métro, on peut comprendre qu'à l'époque, il réussissait un exploit technique. Bon, il ne peut peut-être pas penser à tout. Il fallait creuser les tunnels, faire face aux inondations séculaires. Bon. Mais dans le reste de la ville, on est capable de se passer de trottoirs justement pour qu'il y ait des mobilités douces, y compris des personnes en situation de handicap. Ça me paraît vraiment essentiel. Donc ça, beaucoup de pays le font. Certains sont en avance par rapport à ça. Nous, on a des villes qui sont plus en avance que d'autres. Bon, mais l'intérêt, c'est que ça montre que c'est tout à fait possible, et on va arriver à cela. Est-ce qu'il y a d'autres critères ? Eh bien, oui, pour moi, les critères de la ville bien aménagée, c'est la ville où il fait bon vivre. Hein, voilà, tout simplement. Donc, pour chacun des habitants. Hein, donc, pour les personnes âgées, pour les jeunes, pour les tout-petits. Voilà, c'est ça la ville bien aménagée. C'est une ville où la pratique de la vie au quotidien, elle se réalise bien. Vous n'êtes pas au milieu des embouteillages quand vous vous baladez à pied. Voilà, tout est bien pensé. Il n'y a pas des travaux à tous les coins de rue. Vous n'avez pas des nids de poules en permanence dans la chaussée. Vous voyez, oui. Voilà. Donc, il suffit de penser à tout ce qu'on ne veut pas, et on voit très bien tout ce qu'on veut, quoi. Et on veut une ville où il y a des petits jardins qui sont aménagés, qui sont bien entretenus, des jardins publics où on peut aller faire du sport à toutes les heures, pas seulement jusqu'à 17h le soir, hein, parce que quand on sort du boulot à 19h, c'est un peu dommage d'être obligé d'aller courir au milieu des pots d'échappement. Oui, bien sûr. Alors qu'on a des pays où vous avez des parcs urbains qui sont ouverts H24, voilà, comme à Londres. Donc voilà, la ville bien aménagée, c'est la ville. Voilà, c'est la ville où tous les services sont accessibles. La grande ville, pour moi, c'est la ville on parle beaucoup de la ville du quart d'heure, mais moi j'ai envie de parler de la ville H24, quoi. La ville que je trouve géniale, c'est la ville où. La ville H24 en France, il n'y en a pas beaucoup, hein, je pense. Hein. Voilà. Mais quand je dis H24, c'est celle où je vais pouvoir faire du sport aux heures qui sont les miennes. Oui. Et pas, ça, il y en a. Voilà, et pas être obligé d'attendre que mon parc il ouvre ou que je m'adapte en termes d'horaire. Vous voyez, donc c'est ça pour moi la bonne ville. C'est celle où on aura bien pensé l'ensemble des usages. Et puis surtout, on se sera limité dans des contraintes multiples et variées qui ne correspondent pas aux besoins des habitants. Donc, regardons les besoins, et à partir de là, on verra comment. Mais c'est ce que font les villes évoluent vers cela, tout à fait. Plus ou moins rapidement. Voilà. Et nous tous aussi. Exactement. Moi, je suis aligné avec ça, et on laissera nos auditeurs peut-être penser à
à quelques villes qu'ils ont en tête qui pourraient considérer comme bien aménagées selon vos dires. Alors vous le savez, nous, le média qu'on a avec le vestiaire immobilier, on a toute cette analogie autour du vestiaire de sport ou vestiaire féminin. Hein, ça, bien évidemment, chacun choisira. Je sais que nous, on a souvent entendu des phrases ou des moments qui nous ont marqués et qui nous ont construits au niveau professionnel. Est-ce que vous, c'est votre cas, un moment spécifique qui vous a construit, qui vous a fait grandir et qui pourrait servir à nos auditeurs? Alors, oui, j'ai envie de dire oui, bien sûr, mais modestement hein, là-dessus, puisque... allez-y, c'est pas la peine d'être modeste. Voilà, vous pouvez vous lâcher. Mais bon, ça n'a rien d'original, hein, ce que je vais dire, mais moi, ce que j'ai éprouvé dans l'activité opérationnelle, et qui renvoie à des maximes qui sont bien connues, mais il y a beaucoup de choses qu'on connaît bien, mais dont on ne tient pas compte ou qu'on ne veut pas forcément entendre. Hein, et on passe à côté. Et ce que j'ai découvert, qui me paraît fondamental et que j'ai éprouvé dans le monde opérationnel, c'est cette maxime qui dit que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et ça, je l'ai vraiment éprouvé de manière très intense. Et donc, et je crois que la pratique sportive collective, telle que le rugby, c'est exactement ça. Hein, mais on a la même chose au foot. On peut faire une magnifique action tout seul au foot. Seulement si à un moment on se retrouve complètement isolé, on risque de perdre la balle. Et au rugby, ça peut être pire encore. Donc il y a cette capacité à se dépasser parce qu'on va être ensemble. Alors les ensembles, ils ne sont pas forcément tous aussi performants que le seul en question, hein, mais ça va quand même aller plus loin. Voilà. Et c'est ça qui me paraît fondamental. C'est ça pour moi l'entreprise. L'entreprise, sa grande capacité d'adaptation, c'est parce qu'elle fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'elle va mettre le collectif avant l'individu et prioriser le résultat collectif, c'est-à-dire le fait de pousser le bouchon plus loin, plutôt que de servir un seul individu qui peut aller loin de son côté, mais pas aussi loin que le collectif. Ouais, d'arriver à fédérer, d'une certaine manière. Ça, c'est vrai qu'on le voit beaucoup dans le sport collectif. Est-ce qu'il y aurait 3 idées reçues qu'on entend trop souvent à propos du logement social en France? Alors, 3... Ou 4, ou 2. Enfin, là, vous êtes modeste, là. Hein, des idées reçues, on entend tous les jours hein, sur le logement social. Alors, c'est aussi parce que je crois que notre arène médiatique, elle fonctionne par la perturbation. Hein. C'est-à-dire qu'il faut perturber l'environnement médiatique pour arriver, il faut choquer pour pouvoir exister. D'ailleurs, certains sont devenus des champions de la communication hein, en passant leur temps à choquer les auditeurs, les lecteurs, ceux qui regardent des médias. Et donc, le logement social, il va être victime d'idées reçues, de ce type de fonctionnement médiatique. Alors, c'est un constat. Hein. Ouais, bien sûr. C'est un constat qui est fait, qui est objectif. C'est pas Didier Poussou qui fait ce constat. Mmh. Et donc, des idées reçues, dans ce cadre-là, on peut en trouver tous les jours et on peut les réinventer. Les premières qui vous viennent en tête? Très honnêtement, moi, tout ça me paraît tellement inapproprié par rapport à Pour moi, ce secteur, c'est un secteur où, quand vous rentrez dans le logement, vous avez une chance énorme. Vous allez pouvoir réaliser tous vos vœux en matière de vie, que ce soit individuel ou avec d'autres personnes. Donc voilà, pour moi, le logement social, je l'éprouve que sous ces angles-là. Et je me refuse à faire de la publicité à des messages qui sont des messages... Mais qui n'apportent rien finalement aussi au débat. Qui ne sont pas réels. Hein, parce que
quand on vient de faire une enquête de satisfaction auprès des habitants, on a fait un sondage, mais le secteur en fait régulièrement. Et lorsqu'on enquête nos habitants, ça ne m'a pas surpris parce que je l'avais fait dans le passé quand j'étais dans une activité opérationnelle. On a 80% des habitants qui sont très satisfaits de leur logement. Voilà. Alors, je dois dire que quand on a communiqué là-dessus à l'Assemblée Générale, je n'ai pas vu beaucoup de reprises dans les médias de ces données-là. Vous voyez ? Donc, et la réalité, c'est pourtant ça. Je pense qu'il y a des idées reçues, c'est sûr. Il y en a, mais autant se concentrer aussi vraiment sur la valeur qu'apporte aussi le logement social, la nécessité, bien évidemment aussi d'avoir ça. Et c'est vrai que la petite phrase, la petite polémique, vous avez raison, des gens qui sont là aussi pour parfois, je dirais, prendre la parole, n'apportent pas tout le temps des éléments significatifs et sont même pas forcément aussi au cœur du réacteur pour travailler sur les sujets. Voilà. Et d'abord, il serait légitime en nous expliquant en quoi les 80% ont raison de dire qu'ils sont satisfaits à 80%. Voilà. Déjà, il faudrait, pour être légitime dans cette arène médiatique, par rapport à des critiques qu'ils voudraient porter sur le secteur, des idées reçues, il faudrait déjà qu'ils nous expliquent pour quel motif. Nous, on le sait, et l'enquête qu'on a faite avec Harris Interactive le dit très bien. Donc, les motifs de satisfaction, ils sont extrêmement nombreux. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de services en France qui aient un niveau de satisfaction aussi élevé, 80%. Et ce n'est pas une enquête isolée, c'est des enquêtes, on en fait comme ça depuis des années. Alors pourquoi ? Parce que nos logements, ils sont bien entretenus. Ils sont bien construits, ils sont bien entretenus. Alors, voilà. Mais dans notre pays, par moment, on est dans une espèce de fureur collective à tout critiquer, il n'y a rien qui marche. On aime bien ça, on aime bien les Français. C'est un peu comme quand on est au volant. Ouais. Je veux pas dire qu'on peut tous se faire avoir. Ah oui, mais vous savez qu'au volant, il y a même des sociologues où il y a des comportements spécifiques qui se révèlent quand vous êtes au volant. Voilà. Où les gens se révèlent. Ça, c'est avéré. Voilà, ils se révèlent, mais après, on peut tous mal se réveiller, entre guillemets. Exactement. Non, mais on est d'accord par rapport à ça. On termine sur une ou deux questions pour clôturer cet échange. J'ai sous les yeux le rapport d'activité 2024-2025 qui vient d'être publié. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour donner envie aux Français à s'intéresser à ce rapport ? Alors, le rapport, il est là pour rendre compte du travail qui est fait par ceux qui sont concernés par le rapport. On est dans une société où il faut passer son temps à rendre compte. Donc l'une des voies très françaises, c'est de produire des rapports. Et alors, il ne faut pas oublier qu'en France, on est les champions de l'écrit. Si vous traversez la Manche... On est premiers. On est vraiment on est les champions. Voilà. Quand vous regardez des PowerPoint qui sont faits dans d'autres pays, vous avez par exemple beaucoup de chiffres. Et assez peu de textes. Donc nous, on adore les rapports. On est le pays de Descartes. Voilà. Donc on aime bien l'écrit, on aime bien lire, donc on fait des rapports. Alors les rapports, en général, ils sont très utiles pour ceux qui les font. Ça, c'est donc dire qu'on va réussir à séduire les Français avec un rapport, je suis pas sûr qu'on ait cette prétention-là avec le rapport. Et c'est peut-être pas l'objectif qu'on poursuit. En tout cas, si on poursuit cet objectif-là, je crains qu'on poursuive une chimère. On va séduire la population par la qualité de ce qu'on fait, par la qualité de nos logements, par les propos qui seront rapportés par nos habitants. Tout simplement, si on veut convaincre de l'apport du logement social, mais allons interroger les habitants du logement social, donnons-leur la parole, et on verra bien ce qu'il en ressort, et on verra que les gens sont extrêmement satisfaits, à plus de 80%.
Oui, 80%, c'est un chiffre, je ne l'ai pas en tête, ce chiffre de satisfaction. Je pense que oui, allez regarder justement ce rapport pour en savoir plus sur ce qui se dit. Est-ce qu'il y aurait, Didier, pour conclure, des sujets particuliers que tu voudrais aborder pour terminer cet échange? Je crois qu'on a fait un tour assez complet. On a fait un joli tour, en effet. Voilà, peut-être pour moi le sujet central qui me semble nécessaire toujours d'avoir en tête et se forcer à bien l'avoir en tête, c'est de bien regarder les besoins. Voilà, bien regarder les besoins comme les besoins en logement, essayer d'avoir l'approche la plus décentralisée possible sur cette analyse. Voilà, puisqu'on sait que l'immobilier, c'est des marchés dans une rue, dans un micro-quartier, etc. Donc voilà, être capable, avec les nouvelles techniques, de regarder les besoins de manière très fine et surtout les plans. Et puis surtout, demander aux habitants quels sont leurs besoins et essayer d'y répondre. Je pense à un élément essentiel, moi qui m'a beaucoup marqué sur le sujet, c'est par exemple les balcons. On a redécouvert pendant le Covid que c'était les balcons, beaucoup de fumeurs les connaissent bien, ou d'anciens fumeurs, mais pas seulement. Voilà. Donc il y a des éléments de confort, de réponse aux besoins. Il ne faut absolument pas les occulter. C'est ça, le logement social, l'immobilier. Donc regardons bien les besoins, essayons de coller aux aspirations le plus possible et d'être le moins possible dans la théorie et le moins possible dans les rapports. Bon, merci beaucoup Didier pour cet échange. Moi-même, ça a pas mal aussi nourri ma curiosité sur ces sujets. Je vous souhaite une bonne continuation et j'espère pourquoi pas qu'on se retrouvera lors d'un événement du vestiaire de l'immobilier. Eh ben, j'en serais ravi, Julien. J'étais ravi de votre sollicitation et je ne doute pas qu'on sera amené à refaire des choses ensemble et peut-être avec d'autres. Bien évidemment. Voilà, au niveau de la fédération, il y a 170 membres. C'est à eux qu'il faut donner la parole prioritairement. Merci beaucoup Didier. Merci encore Julien. Vous avez écouté Le Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et suivez-nous sur LinkedIn et Instagram. Pour en savoir plus sur notre club privé d'affaires, rendez-vous directement sur notre site internet